Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kamel sans filtre. Avant de commencer, un immense merci à tous de nous suivre à travers ce podcast. Merci pour votre soutien, vos messages et votre fidélité. Aujourd'hui, j'accueille Florent Pietrus, ancien international français, champion d'Europe avec l'équipe de France et figure incontournable du basket français. Florent a connu une carrière exceptionnelle de plus de 20 ans au plus haut niveau. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, de ses débuts en Guadeloupe et son arrivée en métropole pour poursuivre son rêve de devenir basketteur professionnel. On parle de discipline, de travail, des sacrifices nécessaires pour atteindre le très très haut niveau. Mais aussi de leadership, de mentalité et de ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les grands champions. On évoque également ses années en équipe de France, ses expériences à l'étranger, son regard sur l'évolution du sport de haut niveau et les leçons qu'il transmet aujourd'hui aux nouvelles générations. Un échange authentique avec un compétiteur hors norme qui partage sans filtre les coulisses d'une vie consacrée à la performance. Je vous laisse découvrir cet épisode et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager. Bonne écoute à tous. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Florent. Bonjour Kamel. Comment ça va? Très bien, merci et toi? Très bien, ravi de t'accueillir ici. T'es le premier basketteur que je reçois et un grand basketteur en plus. On va commencer en douceur, d'abord pour m'expliquer et pour expliquer en fait aux spectateurs qui tu es. Mais avant ça, tu connais la règle du jeu ou pas? Non, pas encore. Alors en fait, on a une carte joker. S'il y a une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu me la sors et tu me dis carte joker. Ok. On verra si tu vas l'utiliser. Je peux l'utiliser quand je veux. Mais qu'une seule fois en fait. Qu'une seule fois. D'accord. Il faut que j'essaie de te poser une question ultra hard. Mais pour l'instant, je suis pas assez méchant, je crois. Donc j'ai le défi de devoir la faire sortir à quelqu'un. Non, je pense pas. Je pense que tu es une personne bienveillante, donc les questions, ça devra aller. Ah, tu penses que je vais sortir, je ne retrouverai pas. Ok. On va commencer. Pour l'instant, c'est cool. Donc quelqu'un qui ne te connaît pas, Florent, pourrais-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, Florent Pietrus, j'ai 45 ans. J'ai été sportif de haut niveau pendant plus de 20 ans en équipe de France et pendant plusieurs années entre l'Espagne et la France. Donc, basketteur professionnel, équipe de France, pas NBA? Non, pas NBA. Pourquoi? Mais parce que j'ai eu une opportunité d'y aller en 2009. C'est vrai que l'équipe de Charlotte me proposait de faire la training camp. Ce qu'ils appellent, c'est la préparation en début de saison. Et sauf que je n'avais pas de contrat garanti. Donc, j'ai préféré privilégier ma famille parce que c'était vraiment un choix réfléchi. J'avais quand même des responsabilités. Donc, j'ai dû faire une croix, entre guillemets, à ce rêve de pouvoir tenter ma chance en NBA. Tu parlais de famille. On va revenir après sur la famille parce que tu as deux frères qui jouent au basket aussi, dont un qui a justement joué en NBA. Mais on va revenir d'abord quand tu étais gamin. Donc tu es de Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Quand tu étais là-bas, est-ce que tu rêvais d'une carrière déjà professionnelle ou c'était quoi ton objectif? Honnêtement, je n'avais jamais pensé à devenir basketteur professionnel. Hein. C'est vrai que je suis arrivé au basket par rapport à tout ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. Je suis issu d'une famille de 7 frères et sœurs. Mon grand frère, Oni Coco, il faisait du basket. Et c'est vrai que j'ai vécu une adolescence assez compliquée par la perte de notre mère à l'âge de 10 ans. Donc du coup, on a dû déménager, habiter chez notre grand-mère. Et à côté de chez ma grand-mère, il y avait un terrain de basket. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au basket. En Guadeloupe? Guadeloupe, ouais. Donc 7 frères et sœurs? Ouais, 7 frères et sœurs, ouais. Combien de garçons, combien de filles? 5 garçons et 2 filles. J'étais l'avant-dernier de la famille. Okay. Donc du coup... C'est pas la meilleure position avant-dernier de la famille. Non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais préféré être dernier parce que c'est le plus chouchouté. Mais en même temps, ouais, mes frères et sœurs, ils étaient super bienveillants avec nous. Donc voilà. Comment on fait pour devenir basketteur professionnel quand on est en Guadeloupe à des milliers de kilomètres du vrai championnat? Parce que je sais pas s'il y a une équipe... il y en a une, je pense, mais... une équipe nationale, une équipe professionnelle? Non, même pas. Même pas. Je suis arrivé au basket, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment par hasard. Hein. J'avais mon grand frère, je me rappelle les matchs sur France Télévisions de Pau Limoges où je regardais mon grand frère évoluer. Donc du coup, on s'est retrouvés vraiment, mon petit frère et moi,
à faire du basket, même juste pour le plaisir. On n'a jamais, honnêtement, on n'a jamais décidé vraiment De faire comme lui. de faire comme lui ou devenir sportif de haut niveau. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, avec tout ce qu'on a vécu quand on était adolescent qui a fait que un jour, on décide de partir de la Guadeloupe et tenter notre chance en France. À quel âge? À 15 ans. À 15 ans, ouais. En centre de formation, je suppose? Ouais, en centre de formation, donc c'était une décision assez difficile puisque je te laisse imaginer un jeune adolescent qui laisse sa famille, ses amis, ses habitudes aussi, et de pouvoir tenter sa chance vraiment de partir en métropole et intégrer le centre de formation de Port-Orthez. Et quand tu es parti au centre de formation, tu t'es dit, je veux être basketteur. Ouais, je veux être donc basketteur. À 15 ans. Ouais, c'est sûr, parce que dès le départ, je savais pourquoi je le faisais. Et dès le départ, je savais que c'était pour ma mère. Je pense que j'avais envie de rendre fière ma mère, même si elle n'était pas là à nos côtés pour le voir. Mais je sais qu'elle était présente à chaque fois avec nous. Donc voilà, dès le départ, je savais pourquoi je le faisais. Et je dis souvent aux jeunes, il faut savoir son pourquoi. Moi, je l'ai su très tôt à 15 ans. Donc c'est ce qui m'a guidé jusqu'à présent de me donner à fond dans tout ce que je fais. Et donc, tu as ton grand frère qui avait déjà commencé, qui jouait à Pau, Orthez, c'est ça? Pau, Orthez, oui. Il a joué que là-bas? Il a joué dans d'autres... Il a joué à Pau, après il est parti chez l'ennemi, à Limoges. Ok. À Limoges, après il a fait une carrière en Pro B avec Le Havre et Golbet Épinal. Donc voilà, c'était vraiment notre modèle, c'était notre Michael Jordan, parce que c'est lui qui nous a vraiment initiés à faire ce sport, mais c'est surtout lui qui nous a poussé à partir dans le centre de formation de Pau. Et il vous aidait aussi financièrement, je suppose? Pour ça, oui, forcément. Parce que tu avais besoin... Ouais, forcément, même si on a été super bien accompagnés depuis notre départ et à notre arrivée à Pau. Mais forcément, notre grand frère a été d'un support financier important. Et en dessous, tu as donc ton petit frère, qui est aussi, lui, qui est pro aussi. Ouais. On dirait que, en fait, disons que vous avez chacun, après, fait des clubs beaucoup plus supérieurs à chaque fois. Donc, par exemple, toi, tu as fait un club plus important que ton frère, et ton autre frère a joué en NBA aussi pendant des années. Oui, bien sûr. Après, il n'y a jamais eu de rivalité entre nous. Voilà, je pense qu'il y a surtout beaucoup de fierté parce qu'on n'était pas destinés à devenir des sportifs de haut niveau. Hein. Je pense qu'on a grandi ensemble, on s'est accompagnés, on s'est soutenus ensemble. Et honnêtement, quand j'ai vu partir aux États-Unis pour vivre son rêve, j'étais super fier de lui parce que je sais par quoi il est passé. Et je sais que c'était une grande fierté pour lui déjà et aussi pour la famille. Donc voilà, je pense que ça a été pour moi un très grand moment. Oui. Et il a quel âge? Il a 1 an de moins. Il est il a 40 vraiment... C'était qui le meilleur en basket? C'était qui le meilleur? C'est compliqué à répondre parce qu'on jouait sur 2 positions différentes. Ouais. Donc du coup c'était différent. Après, on a une mentalité complètement différente. Lui, il était un peu insouciant. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça qui a fait sa force. Ouais, sa force. C'est de voir ça comme un jeu et pas comme un métier. Ça doit être dingue d'avoir 3 frères aussi forts au basket. Ça ferait une équipe de fous à tous les 3 ensemble. Honnêtement, ouais. Il te manque 2 joueurs et après, c'est une équipe de dingue. En fait. Honnêtement, ouais, ça a été... c'est quelque chose de fou. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas prévu tout ça. Et dans votre ville en Guadeloupe, tu es dans un village, dans une grande ville ou c'est Ouais, dans une ville Sainte-Anne, une ville très, très touristique. Okay. Donc connue aussi pour ses belles plages. Okay. Donc voilà, on a vécu quand même une enfance, malgré la perte de notre mère, assez agréable parce que notre grand-mère a été là pour nous élever et nous inculquer les bonnes valeurs. Mais quand on est sportif de haut niveau, c'est toujours le travail, on bosse comme des malades, le physique, etc. Toi, tu es en Guadeloupe, tranquille, le soleil, la plage. Oui. Comment on fait? Oui, mais j'ai vite changé ma mentalité parce que j'ai vu que quand tu arrives en métropole et surtout au centre de formation, déjà la charge de travail, elle n'est pas la même, l'exigence et la discipline, honnêtement, nous, on n'était pas habitués à ça. Nous, en Guadeloupe, on s'entraînait 1 fois, 2 fois, grand max dans la semaine et match le week-end. Mais quand tu arrives en centre de formation, tu dois t'entraîner tous les jours. Sans oublier, on a ce cursus aussi scolaire. Donc, ça faisait des journées bien remplies. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même un temps d'adaptation. Oui. Mais encore une fois, quand je suis parti, je connaissais mon pourquoi et je sais que ça faisait aussi partie du processus
T'avais la rage au ventre, en mode guerrier, ou Ouais, toujours, ouais. c'était une fin pour essayer de montrer au monde entier que tu peux réussir. Ouais, bien sûr. Ouais. Et t'en parlais avec tes frères? Ouais, bien sûr. Ouais, Je pense que c'est ce entre qui vous, aussi ouais. nous a fait, qui a fait notre force, c'est qu'on était beaucoup plus déterminés que nos coéquipiers. Je pense que en partant de la Guadeloupe, on savait exactement ce qu'on voulait faire et comment le faire. Je pense que quand on est arrivé en métropole, on n'avait certes pas le talent de nos coéquipiers, mais on avait cette détermination de réussir décuplée et vraiment supérieure à la moyenne. Tu penses que tu n'avais pas moins de talent, mais que tu étais plus travailleur? Ouais, c'est ça, ouais. Toi? Et tous tes deux frères aussi, ou... Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui m'a construit, en fait. C'est le travail. C'est, certes, peut-être j'avais des aptitudes à... Quand on fait 2,02 m, ça aide quand même. Oui, ça aide, mais ça suffit pas, en fait. Ouais. Ça suffit pas. Peut-être j'avais des aptitudes à faire ce sport, mais je pense que si j'avais pas cette mentalité de travail, j'aurais jamais réussi. Au niveau du basket, donc tu étais quelle position? Est-ce que tu peux expliquer déjà les positions? C'est Les intéressant. positions, Expliquer aux gens. donc, Parce que ceux qui connaissent pas du tout le basket, pivot, demi-jeu CQA, ailier. non, c'est vrai que si on n'est pas habitué, c'est vrai qu'il y a des Explique un postes peu, il y a vraiment combien- spécifiques. Donc il y a 5 joueurs déjà. Ouais, il y a 5 joueurs. Donc, il y a le meneur de jeu, en général, c'est le plus petit de l'équipe. Ok. C'est la tête pensante. Ok. Après, tu as 2 ailiers, le deuxième arrière qui peut supplier aussi dans le rôle de meneur. Après, tu as le poste 3. Le poste 4, c'est l'ailier fort qui fait la balance entre les ailiers et les intérieurs. Et puis, tu as le poste 5, en général, c'est le plus grand, le plus lourd de l'équipe, quoi. Et toi, tu étais poste 5? Ouais, j'étais les postes 4. Ah, quand Poste 4. Donc tu faisais Parce quoi? que même si je fais 2m2, mes coéquipiers, j'avais des coéquipiers qui faisaient 2m15, quoi. Donc, je faisais partie, entre guillemets, des plus petits. Il y a un extraterrestre actuellement au basket, on en parlera après, mais qui il- fait 2 mètres. Comment il fait 2m24. 2m24. 24. Donc oui, lui, T'as joué avec qui comme en équipe de France, forcément Enfin, j'aime pas cette question. Ah. Je préfère dire ils ont joué avec. Non, c'est plutôt Et eux qui ont a joué joué avec toi? Voilà. Non, avec toute humilité, non. Ouais. J'ai joué avec Tony Parker. Ok. Je pense que ça a été un de mes coéquipiers avec qui j'ai partagé 15 ans en équipe de France. On a vécu des très bons moments avec le titre de champion d'Europe en 2013. Après, il y a Mike Gelabal avec qui j'ai gardé une amitié au-delà du sport. Et voilà, après, je garde des très bons souvenirs avec tous mes coéquipiers parce que forcément, quand tu fais un sport de collectif, tu gardes forcément des liens indélébiles avec tes coéquipiers. Donc voilà, je garderai un très bon souvenir de tous mes coéquipiers. Donc, tu as fait du basket, tu faisais l'école en même temps. Oui. Les études, c'était dur. Ah, c'était compliqué, ouais. C'était compliqué parce que j'étais pas du tout scolaire. Hein. Ouais. Non, j'étais pas du tout scolaire. C'est vrai que le basket prenait beaucoup de temps dans mon planning. Mais le scolaire, c'est super important parce que c'est vraiment un double projet. Parce qu'on fait un sport ou un métier où notre corps est mis à rude épreuve et une blessure peut vite arriver. Donc on se doit, même si j'aime pas ce truc-là, parce que avoir un plan B. Parce que moi, mon plan B, c'était toujours de suivre le plan A. Et le plan A, c'était de devenir basketteur professionnel. Mais c'est pas un conseil que je donne aux gamins, c'est vraiment aussi se concentrer sur les études. Et donc, tu as été jusqu'où T'as été au bac? Ouais, minimum, le bac. Et après, après j'ai... Ouais, puis de toute façon, tu étais déjà pro. Tu n'avais plus besoin de travail. Enfin, tu n'avais plus besoin de... Ça devenait vraiment ton gagne-pain. Et, ouais, mon métier. Donc forcément, métier. Ça prend du temps. Et quand tu accèdes au haut niveau, l'exigence, elle est énorme. T'as jamais fait de job d'été? Non, jamais. Quand tu étais en Guadeloupe, tu travaillais pas, tu faisais pour faire de l'argent, des trucs Oui, comme ça, quand j'étais gamin, avant de partir à 15 ans, oui, j'en faisais. Je lavais des voitures, la voiture à ma tante ou du jardinage chez les voisins. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, tu le fais. Mais après, quand tu passes professionnel, t'as pas le temps de faire tout ça. Ça gagne combien un basketteur quand il commence sa carrière? Après, tout dépend. Hein. Ouais. Tout dépend du exemple, joueur. Moi, quand j'ai commencé, je crois que c'est mon premier salaire, il était à 1 500 €. Ok. Ouais, 1 500 €. Ouais, c'est pas comme le foot où on pense que c'est... Non. C'était en quelle année, ça? C'était en 2001. 2001. C'est les premiers contrats aspirants. Ouais. Et t'étais content? Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Les gens, ils pensent que 1005, c'est pas beaucoup. Mais quand t'es jeune et tu gagnes 1 500 €, t'es forcément content. Et tu te souviens de ce que t'as fait avec ce salaire?
Mais pas grand-chose. Hein. Tu l'as mis de côté ou tu l'as dépensé direct? Non, je pense qu'il faut... Après un voyage pour aller en Guadeloupe, t'es rentré... Non, j'étais très prudent par rapport à l'argent parce que je viens d'une famille très modeste, donc j'avais aussi... j'ai aussi la valeur de l'argent, mais je pense aussi qu'il faut aussi se faire plaisir parce qu'on travaille aussi pour, donc c'est pas tombé du ciel. Donc ouais, je pense que j'ai mis à côté, mais j'ai aussi fait plaisir à ma famille aussi, quoi. Et aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Est-ce que c'est les titres? Est-ce que c'est l'équipe de France? La longévité? Autre chose ou... Quand je fais un petit retour en arrière, c'est plutôt l'homme que je suis devenu. Parce que, encore une fois, hein, quand je me suis lancé dans cette aventure, c'était pas pour gagner des titres ou gagner de l'argent ou avoir une notoriété. C'était vraiment de me donner à fond dans ce que je faisais. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment le temps que j'ai passé avec mes coéquipiers, et l'aventure humaine que j'ai vécue, au-delà des titres et tout. Donc voilà, je suis vraiment fier des valeurs du sport. Je suis vraiment fier de l'homme que je suis devenu, plus que les titres que j'ai gagnés. Désolé de revenir sur ça, mais tu parlais de ta maman. Elle devait être fière quand elle voit trois garçons comme ça. Et les autres frères et sœurs, ils font quoi? Tu sais ils ont fait quoi Forcément, ils nous ont aussi accompagnés dans ce parcours-là. Hein. Je pense que... Ils gravitent autour de vous sur différents domaines. Ils font la même chose un peu? Non, ils font pas du tout la même chose. Okay. Je pense qu'on était 3 sportifs. Okay. Après, les autres membres de la famille, ils ont une vie normale comme quelqu'un de lambda. Mais, et en Guadeloupe, là-bas, vous êtes connus dans votre ville, etc. Ouais. Il y a un quartier qui... Il n'y a pas un stade qui s'appelle Pietrus? Le stade de Sainte-Anne, okay. Normalement, sera bientôt inauguré au nom des frères Pietrus. Ah, c'est top. Ouais. Mais après, encore une fois, c'est sans la famille, je pense qu'on n'aurait pas pu faire une carrière comme on a fait. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un doute? Est-ce que tu as douté de toi? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Plusieurs fois. Je pense qu'une carrière de sportif de haut niveau n'est jamais linéaire. Hein. Si tu t'attends à avoir que du succès, non, ça se passe pas du tout comme ça. Je pense que je me suis aussi construit aussi dans la difficulté et j'ai jamais pris les choses négatives comme quelque chose de négatif, de mauvais. Tu prenais ça parce que comme pour rebondir ou au contraire, tu prenais ça comme un mal pour un bien? Non, je prenais ça vraiment comme une bénédiction, hein, parce que je sais que si j'arrivais à en tirer les bonnes leçons de ce qui m'arrivait, je sais que j'allais devenir quelqu'un de plus fort et de meilleur. Donc, autant les bonnes choses, j'en profitais, mais les moments compliqués, je les chérissais autant que les bonnes choses, quoi. Tu t'es déjà blessé? Non, pas grièvement en tout cas. Et donc, c'est un peu pourquoi tu avais une super hygiène de vie, tu fais super attention? Oui. Au départ, non, parce que quand tu es jeune, tu te sens invincible. Donc forcément, quand on te disait de t'étirer ou de boire ou de bien manger, tu te dis, il me raconte des cracks, lui. Mais c'est vrai qu'avec le temps, avec l'expérience, tu te rends compte que le sommeil, l'alimentation, et c'est super important pour un sportif de haut niveau. Parce que je le répète, je le redis peut-être, mais notre corps, c'est vraiment notre outil de travail. Donc on doit bien se nourrir, bien se reposer, bien récupérer, parce qu'on fait un sport où on nous demande beaucoup plus, quoi. Et tu as vécu une bonne jeunesse, tu t'éclatais quand même, tu sortais pas à mon avis, tu faisais... Non, on n'a pas eu d'adolescence. Je pense qu'on a été vite mis dans le bain, parce qu'on est forcément avec des responsabilités, hein. Parce que quand tu travailles bien, tu vois que le travail commence à payer, donc forcément tu intègres des équipes de plus en plus exigeantes. Donc forcément, ton adolescence, tu le mets à côté, quoi. Mais après, c'est des choix. Ouais, même pas. J'aime pas. Pas sacrifice. Ouais, pour toi, c'était pas. Ouais, pour moi, j'aime pas ce mot sacrifice parce que pour moi, c'est des choix. Moi, j'ai fait des choix de pas sortir. J'ai fait le choix de pas avoir de petites copines quand j'étais plus jeune. J'ai fait le choix de beaucoup de choses. Donc, j'ai rien sacrifié. C'est juste, j'ai fait des choix pour me donner le maximum de chances pour réussir. Qu'est-ce que tu aimais le plus ce que tu aimes le plus dans ta carrière? Aimer le plus? Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Quels moments? Tous les moments, en fait. Ouais. Tous les moments, c'est vraiment le parcours, les gens qui m'ont accompagné dans mon aventure. Et je voulais vraiment les remercier parce que
Parce que si j'ai fait cette carrière-là, c'est parce que j'avais des gens autour de moi qui ont été bienveillantes, qui ont su aussi me dire les choses quand il fallait le dire. Donc voilà, c'est toute cette aventure-là que je retiens et que j'ai vraiment apprécié, quoi, parce que pour moi, on fait le meilleur métier du monde, quoi. Faire sa passion un métier, pour moi, il n'y a pas plus beau, quoi. Donc, tu as commencé en pro à quel âge? À 18 ans. Et tu as fini à 39 ans. Ouais. C'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. 21 ans. C'est énorme. Ouais. Mais ça passe vite. Hein. Ça passe super vite. Honnêtement, avec le recul, je me dis, j'aurais dû en profiter encore plus, quoi, parce que c'est vrai que quand tu arrêtes, il y a ce côté aussi qui manque. Toute la camaraderie avec tes coéquipiers, les voyages en bus et toute l'ambiance des vestiaires qui a plu, quoi. Donc, Et tu sentais, parce que quand tu avais 37, 38, 39 ans, après que tu avais des jeunes, 18, 19, 20, 21, tu sentais un décalage ou pas? Ou t'étais ou pas? Non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Après, c'est vrai qu'on n'est pas aussi frais à 39 ans que 21 ans, mais on a l'expérience en plus, quoi. Donc voilà, après, moi, j'étais toujours bienveillant avec les jeunes et ils m'ont toujours aussi très bien respecté. Et des choses que tu détestais le plus, est-ce que c'était aller à l'entraînement? Est-ce que c'était les médias? Est-ce qu'il y a un truc que tu n'aimais pas? Par exemple, aller devant les médias? Non, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, Ouais. que j'aimais bien faire parce que... Bah, ton nom est connu justement parce que quand tu étais équipe de France, tu étais souvent... Ouais, je suis bien... T'as été capitaine ou pas? Ouais, j'étais capitaine d'équipe de France. C'est pour ça, ouais. Okay. Après, on va dire que je suis un bon client aussi, quoi. Donc, il y a pas grand-chose à peut-être les déplacements, parce que c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus professionnalisé qu'avant. On faisait des déplacements de 15 heures pour jouer le lendemain. Des fois, c'était pas en évident. Bus 15 heures En bus, des fois, et même des fois, quand tu jouais les compétitions européennes, tu prends 3-4 avions pour traverser l'Europe et jouer le lendemain. Donc voilà, c'était pas facile. T'as eu, je sais pas exact, c'est 240 sélections 230. 230, ouais. hein, 230 sélections en équipe de France. C'est pas un record, non? C'est combien? Non. Le record, c'est 254. 254. Ouais, donc, 230, t'aurais pu... C'est énorme. quand même énorme, parce que ça représente quoi? Ça représente... On fait combien de... J'ai l'impression que l'équipe de France, c'est pas énormément de matchs dans l'année. Ouais, ça représente 15 ans. Hein. 15 ans de... Ouais, tout le temps. Ouais, c'est chaque été. Hein. Ce qui est compliqué, c'est que d'enchaîner les compétitions, puisque on finit en général, quand tu es dans un bon club, fin juin, et tu reprends avec l'équipe de France, mi-juillet. Donc pendant 15 ans, tu enchaînes les compétitions, quoi. Et tu as 2 enfants? Ouais, j'ai 2 enfants, ouais. Donc, tu m'as dit 21 ans et 15 ans. Okay. Donc mon fils, il fait aussi du basket. Oui, donc 21 ans. Oui, donc ça veut dire que tu l'as eu quand tu... 24 ans, ouais. Vraiment, en plus, c'était pas ton apogée, mais oui, c'était déjà... Tu commençais déjà à être très... Mais heureusement, parce que même si j'étais déjà très discipliné, mais je pense que le fait d'avoir encore plus de responsabilités avec l'arrivée de mon fils m'a donné encore plus envie de réussir. Donc voilà, mon fils, pour l'anecdote, je te disais que j'avais perdu ma mère à l'âge de 10 ans. Mon fils, moi je crois beaucoup aux signes. Il est né exactement le même jour que ma mère. Donc, ah oui. Donc je me dis c'est un signe de ma mère. Donc voilà, il fêtera ses 21 ans cette semaine, le 20 juin. Et il fait du basket aussi. Il fait du basket aussi, ouais. Tu le vois jouer Je le vois jouer dans un grand club plus tard ou quoi? J'espère pour lui. Encore une fois, c'est pas mon aventure. Hein. Ouais. Moi, j'essaye de l'accompagner au mieux pour qu'il puisse réussir. Mais en tout cas, c'est son aventure à lui, quoi. Et c'est plus facile quand on a des tontons et quand on a un père qui a été boxeur professionnel, ou tu penses que c'est beaucoup plus compliqué? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'être le fils d'eux, parce que forcément les gens ils te comparent. En plus il a eu le père plus l'oncle, donc c'est sûr que c'est pas facile. Il mesure combien lui? Il fait un 93. Il fait que il est pivot. Il est meneur deuxième arrière. meneur deuxième arrière. Okay. Mais après, c'est plus les gens qui lui rappellent que son oncle ou son père faisait du basket. Mais lui, il nous voit comme papa et tonton, quoi. Oui, c'est ça. Donc, et là, maintenant, tu as fini à 39 ans. Ouais. Après, tu as commencé carrière d'entraîneur ou directeur sportif? Ouais, directeur sportif. Donc, après la carrière, forcément, tu veux continuer à Toi, tu t'es dit, il y en a qui disent le basket, j'arrête totalement, je fais autre chose. Toi, tu es resté dans le basket. Ouais,
parce que je sais que je peux encore apporter de différentes manières à ce sport qui m'a tant donné. Donc, après ma carrière, j'ai pris le temps de me former. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur et puis mon diplôme de directeur sportif. Donc voilà, ce sera autrement, ce sera plus sur le terrain. Mais en tout cas, ouais, je souhaite continuer à m'investir dans un club de basket. Et là, tu vas rejoindre un club Ouais. très très connu. Très mythique, ouais. Ouais. Très, Très mythique, c'est mythique plutôt. Hein. ouais, de Lasvel. Donc voilà, Tony Parker sera... Et ton président mon Ouais, président. c'est les présidents. Mon président et mon futur coach. Donc voilà, je pense que ça va être une belle aventure avec un très beau projet qui se profile. Donc vraiment hâte de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Tu penses qu'il t'a pris parce que t'es son pote ou parce qu'il sait que t'es bon? Non, ça n'existe pas, non. Non, il te prend, en plus, c'est un homme d'affaires. Donc Ouais, du oui. coup, c'est vraiment pour mes compétences. Donc, et moi, j'aurais pas accepté parce que, Bah oui. parce que moi, non, je suis du genre à travailler pour. Donc voilà, ça n'existe pas chez moi, non. Donc tu as joué avec plein de joueurs. Ouais. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Le Mis à part ton frère. Le plus impressionné, bon, déjà Tony par sa vitesse. Par sa vitesse, je pense que ça. Il était rapide. Ouais, très rapide, ouais. Je pense que Sur le terrain ou c'est plutôt rapide pour les... Non, pour sur le réfléchir. terrain. Sur Ouais, le terrain. ouais. Après, je pense qu'on banalise la carrière qu'il a eue, Ouais. mais ça a été un vrai joueur. Hein. Il a déjà été élu MVP ouais, final. MVP des finales, finales. 4 titres NBA, il faut Ouais. aller chercher, quoi. Ouais. Mais après, j'en ai eu d'autres, hein, heureusement. Celui contre qui tu as joué et qui a été le plus dur. Je dirais l'Allemand, Dirk Nowitzki. Ouais. C'est le joueur qui m'a le plus posé problème, parce que par sa taille et par son agilité aussi à mettre des paniers. Donc voilà, ça a été des moments très, très compliqués pour moi, mais aussi très compliqués pour lui, parce que j'étais le genre de joueur à ne pas se laisser faire. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce duel-là. Vous avez déjà fait des clashs en équipe de France avec des joueurs pendant... Vous êtes en stage ensemble, vous avez des matchs, des coups de gueule où tu t'es pris la tête, où tu t'es même battu avec un coéquipier ou jamais? Non. Jamais. Après, il y a des tensions, hein, forcément, parce que il faut manager 12 joueurs de très haut niveau, donc c'est pas simple, mais je dirais heureusement. Moi, je connais pas une équipe où ça se clash pas. C'est des équipes où il y a de la tension, c'est des équipes où tout le monde tire dans le même sens, quoi. Donc ça peut que renforcer un collectif, et ça nous a plutôt bien servi, ouais. Et y a-t-il un joueur avec qui tu aurais rêvé de jouer? Ouais, je dirais Kobe Bryant. Ouais. Paix à son âme, je dirais Kobe Bryant par son éthique de travail surtout. Ouais. J'aurais aimé partager ne serait-ce 2 entraînements avec lui, parce que même si je considère que j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, je pense que avec lui, j'aurais pu encore plus apprendre, parce que c'était un joueur qui avait une éthique de travail vraiment irréprochable. Et un joueur, tu dis, mais jamais j'aurais pu jouer avec parce que... un mec connu. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a des gens, tu dis, mais lui, insupportable, je peux pas jouer avec, ou je trouve que son comportement... voilà. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs. Fais gaffe, Après, parce que je vais te faire sortir le oui, joker mais si bon, tu dois dire un nom. Il n'écoutera pas. Non, s'il voit cette vidéo, c'est vraiment Ouais. qu'on a fait un buzz énorme. Ouais. Mais je dirais, les joueurs, James Harden, quoi, c'est pas Ah ma ouais tasse de thé, quoi. Harden, c'est pas ta tasse de thé? Ouais, dribbler 15 fois entre les jambes et balancer un shoot à 3 points, pour moi, c'est pas ma conception de basket, quoi. Ok. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est un formidable joueur, hein, je dis pas le contraire, hein, mais c'est pas le style de coéquipier que j'aime, quoi. Et le style de copier que t'aimes? Kobe Bryant pour le travail, mais pour autre chose. Ouais, je dirais... ouais, j'en ai plusieurs. Mike Gelabal, Boris Dio. Ouais, t'as joué avec les deux? Ouais, j'ai joué avec les deux, mais c'est vraiment des joueurs avec qui j'ai adoré jouer. Joachim Noah aussi, qui me ressemble. Ouais. Mais il joue où maintenant, quoi? Il joue encore... Non, il a arrêté. Il a arrêté il y a plusieurs années déjà. Ouais. Mais c'était un joueur avec qui tu pars à la guerre les yeux fermés. Hein. Ah oui, parce que lui son père, il a eu beaucoup de pression. Ouais, parce ouais, que... il le disait la dernière fois. Bah oui. Parce que forcément, les gens, ils parlent très souvent de
de son père, mais il a fait une très grande carrière. Hein. Il a fait une très grande carrière en NBA. Entre toi et moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas resté longtemps. Alors, c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas joué. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a grandi aux États-Unis. Ouais. Il a fait qu'une campagne en équipe de France. C'était en 2011. Ouais, donc c'est pour ça que... Et on est quand même arrivé en finale contre l'Espagne. Ouais. Après, c'est vrai que la plupart de sa carrière, il a vécu aux États-Unis. Donc, forcément, on en parle un peu moins. Mais c'est un joueur extraordinaire. Je peux pas ne pas parler d'un joueur dont tout le monde parle actuellement. Ouais. Victor Wembanyama. Ouais. Victor, c'est un extraterrestre. Ouais, je pense que... Un alien. Ouais, même sur PlayStation, tu n'arrives pas à le faire. Ouais. Je pense que c'est vraiment hors norme. Ce qu'on voit aujourd'hui à 22 ans, je pense qu'il est même pas à 50% de ses capacités. Je pense qu'avec 4 ans d'expérience, ça va être énorme. Ce qu'il montre déjà, c'est vraiment surréaliste. Mais encore avec 4 ans, 5 ans d'expérience, je pense que s'il y a des titres à prendre, c'est maintenant. Hein. Parce qu'après, ce sera trop tard. Ah ouais. Ouais, ce sera vraiment trop tard. Il est vraiment impressionnant par son aspect du jeu. Hein. Ouais. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa mentalité. Je pense qu'il vit les choses à fond. Il a une mentalité de gagnant, quoi. Et je te dis, même sur PlayStation, t'en fais pas. Cristiano Ronaldo ou Messi du basket. Différent. Autant j'adore les deux athlètes, que ce soit Messi, son côté super talentueux. Mais Cristiano Ronaldo, c'est par son éthique de travail. Je me reconnais plus en Cristiano Ronaldo que Messi. Ouais. Donc je sais, même si Cristiano est bourré de talent, hein, mais c'est vrai qu'il a une éthique de travail qui est pour moi supérieure à la norme. Selon toi, qu'est-ce qu'on le sous-estime de plus dans ton métier ? Qu'est-ce qu'on sous-estime le plus la défense. Les défenseurs, je pense que parce que ça ne fait pas briller, ça ne fait pas rêver. Mais pour moi, c'est essentiel à une victoire collective. Je pense que quand tu veux gagner des titres importants, tu as forcément besoin des joueurs aussi de l'ombre, parce que tout le monde se focalise sur ce qui fait briller, les points et tout ce qui va avec. Mais les vrais connaisseurs de basket, les coachs et les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui ont des joueurs comme ça, qui sont prêts à se sacrifier aussi pour leur équipe. Et l'équipe de France, t'en penses quoi là, dans les années à venir ? Elle a un très bel avenir, parce que forcément, talentueux de malade. Boris, il sera encore, il joue encore. Non, Boris, il est à la retraite. Il est à la retraite. Maintenant, il est manager de l'équipe de France. Ouais. Mais je pense, on peut aller titiller les Américains en 2028 aux États-Unis. Ah ouais ? Ouais, parce qu'on a perdu de très peu en 2024. En plus, avec Victor, avec 2 ans de plus d'expérience, je pense qu'on peut vraiment aller les titiller et aller chercher quelque chose de grand en 2028. J'ai entendu qu'il y avait des Français encore qui étaient draftés. Toujours. Toujours. Qui étaient l'année dernière, je crois, dans les premiers. Ouais, numéro 1, ouais. Numéro 1. Encore, la formation française, ça marche. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, mais chaque année, on sort 2-3 joueurs qui se présentent à la draft. Hein. Ouais, ça c'est. Toi, tu disais aussi que pour toi, tout ça, c'est pas des sacrifices, tout ce que tu faisais. Ouais, c'est des choix. C'était des choix. Ouais, c'est des choix. Assumés. Donc voilà, moi je regrette rien. Hein. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Ça veut dire que t'as pas eu des moments de crise ou des moments où tu voulais tout arrêter ou... Ouais, bien sûr, surtout au début. Ouais, ok. Parce que quand tu arrives à 15 ans, tu vois tes coéquipiers partir dans leur famille de week-end, et toi tu restes seul en centre de formation, forcément tu as envie de tout arrêter. Mais, encore une fois, je le rappelle peut-être, je connaissais mon pourquoi. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de tenir dans les moments compliqués, parce que je savais pourquoi je faisais les choses. Donc ça durait jamais vraiment très longtemps. Quelle est la chose que tu appréciais le plus dans les victoires ? Le sourire de mes coéquipiers. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai jamais profité pleinement des matchs. Je pense que je me suis jamais vraiment amusé, sauf que quand on avait gagné. Oui. Donc c'est plus par rapport à mes coéquipiers, parce que pour moi c'était vraiment un travail d'équipe. Tu étais souvent dans le 5 majeur, hein. Souvent et très... Ouais, ça dépend des clubs en fait. Ouais. Mais en équipe de France ? En équipe de France au début. Ouais. Après un peu moins. Mais... Parce que tu étais devenu plus vieux ou parce que... Non, même pas. Après c'est juste les rôles qui changent. Ouais. Hein. Moi, je pense que j'avais aussi
Boris aussi, Dio qui était devant moi, on partageait les mêmes postes, mais on était très complémentaires. Donc voilà, il n'y a jamais eu de rivalité entre nous et c'est pour ça qu'on a partagé les vestiaires pendant plus de 15 ans. Pour revenir à tes frères, il n'y a jamais eu de rivalité entre vous? Non, jamais. Et jamais de jalousie? Non, jamais. Jamais. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment de la fierté. De la fierté, je pense que quand tu as vécu les mêmes galères, tu ne peux pas être Oui. jaloux surtout de ton petit frère. Donc non, c'était vraiment de la fierté. Je savais qu'il allait représenter dignement et fièrement le nom de famille Pietrus aux États-Unis, comme j'ai fait en Espagne. Vous avez joué ensemble en équipe de France aussi? Ouais, on a joué en France, en équipe de France ensemble, et à Pau, ouais. Quand vous avez gagné le championnat d'Europe ensemble? Non, on a partagé le championnat du monde en 2006, qui était au Japon. Après, lui, il a pris, on va dire, une retraite un peu prématurée en équipe de France. Parce que quand tu joues, parce qu'il joue à NBA, lui, hein, donc ça aussi, c'est plus compliqué. Ce genre de NBA, j'ai l'impression à cause de la saison peut-être, ou leur club, ou j'en sais rien. Après, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a quand même des assurances, c'est des joueurs qui ont des contrats à plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc forcément, les clubs sont un peu frileux à laisser partir leurs joueurs. Mais bon, on a partagé quand même un été, 2 étés ensemble. Quand tu vois des montants énormes, Victor par exemple, ou des gens comme ça, avec des dizaines de millions justement, tu te dis pas, j'aurais bien aimé moi aussi avoir ce type de contrat? Non, pas du tout. Jamais. Non, parce que j'ai jamais joué là-bas. Ouais. Donc, ça me dérange pas, mais après il faut aussi vivre aussi avec son temps, hein, parce que ce que gagne Victor, Michael Jordan peut dire pareil. C'est ça. Michael Jordan, il a eu un salaire à maximum 30 millions par an. Et on parle de Michael Jordan. Hein. Donc voilà, sans faire offense à qui que ce soit, il y a des joueurs à 40, 50 millions par an et qui ne sont pas au niveau de Michael Jordan. Et justement, Michael Jordan, tu penses qu'il a changé totalement Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Le jeu également? Ouais, le jeu et même mondialiser le basket. Hein. Est-ce que tu penses que Victor peut être plus fort que lui? Non, je pense pas. Tu penses que personne ne peut être... Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment au-delà du sport. Ce que représente Michael Jordan, c'est vraiment au-delà du sport, en fait. Je pense qu'il n'y aura pas deux comme lui. Et je pense que ce serait bête aussi de comparer deux époques. Donc Victor fera la carrière qu'il doit faire et on sera tous là pour lui souhaiter le meilleur. Mais pour moi, Michael Jordan restera vraiment au-delà du sport, en fait. Tu vas maintenant être directeur sportif de l'Asvel. Oui. Comment tu vois la suite? C'est quoi les premiers pas de directeur sportif et comment ça marche en fait ce travail-là? C'est quoi? Tu dois targeter quel joueur t'aimerais avoir? Tu vas négocier les contrats? Oui, ce sera un de mes missions en tant que directeur sportif, c'est déjà de scouter. Là, on est en pleine période de recrutement, donc forcément tu prends contact avec les joueurs qui pourraient constituer ton équipe. Donc voilà, c'est un rôle que je vais apprendre à prendre sur le tard. Donc voilà, je prends ça avec beaucoup d'envie. Mais tu sais déjà où tu veux aller? T'as déjà des joueurs que tu aimerais avoir là? Après, c'est un travail d'équipe. Hein. Oui, voilà. Je dois être en coordination avec le coach, avec deux autres directeurs sportifs qui sont déjà sur place. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, mais j'espère vraiment apporter ma petite touche par rapport à tout ce que j'ai vu aussi quand j'étais en Espagne ou des choses qui pourraient faire la différence sur le recrutement ou même la vision du club. Tu vis déjà certains joueurs là? Il y a des joueurs là qui pour l'instant, on est en train de construire une équipe compétitive. Donc le but, ce sera d'être compétitive en Euroleague surtout et vraiment être très bon dans le championnat français. Donc toi, tu vas partir à Lyon? Ouais, à Lyon, ouais. Là, tu étais à Nancy, Metz. Le climat il sera un peu mieux, un peu meilleur. Il sera un peu meilleur, mais après, honnêtement... Tu t'es habitué au froid maintenant? Ouais, je m'habitue au froid, mais c'est vraiment le challenge et le projet qui m'intéresse le plus, quoi. Et tu penses que tu aurais fait quoi dans ta vie si tu n'étais pas basketteur? Tu aurais fait quoi? Je sais pas. Non. Je t'ai jamais posé la question. Non, jamais. Parce que tout à l'heure, je le disais... Ouais.
j'avais pas de plan B. Le plan B, c'était de suivre le plan A. Oui, Donc, j'ai jamais pensé à je ça. sais en fait. pas du tout. Là, Non. maintenant, là, réfléchis. Alors, Aujourd'hui, là ou alors, non, mais pas aujourd'hui. Je te dis maintenant, voilà, tu n'aurais pas été basketteur. ben, tu vois, j'aurais été pilote de ligne. Ok. Ouais, parce que j'adore voyager. Je pense que ça ouvre l'esprit. Et voilà, connaître d'autres cultures, c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Tu aurais aimé être pilote de ligne. Ouais, pilote de ligne pour ce côté voyage aussi et être dans les airs aussi, ce côté très apaisant. Alors, justement, en parlant de voyage, quel est pour toi le plus beau pays, ou en tout cas le plus bel endroit que tu as visité, ou que tu préfères? Les Philippines. Ok. Ouais, les Philippines. Après, j'ai eu la chance de pouvoir voyager partout dans le monde. Donc, les Philippines. Après, Pourquoi et c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît là-bas? bah, c'est le paysage, les gens, ils adorent le basket. Ouais. Et voilà, c'est une autre culture. Je pense que, comme je t'ai dit, je suis vraiment à la recherche de nouveautés, de voir d'autres cultures, de voir connaître une autre langue aussi. Donc, Tu parles quelle langue? Tu parles l'anglais? je parle 4 langues. Ok. Donc, ouais, je parle Incroyable. forcément le français, Ouais. le créole Ouais. de la Guadeloupe, l'Espagne, parce que j'ai joué pendant 10 Ok. ans. Et l'anglais, c'est la langue Ok. vraiment universelle. Et sans vraiment avoir étudié ça, quoi. Et sans Tu vraiment vois, avoir comme étudié quoi, ça. C'est fou, hein? Ah, c'est fou, super. c'est fou, ouais. Bah, c'est comme Victor, on le voit, lui, en anglais, il est parfaitement bilingue. Bon, lui, il a dû faire des cours avant, ou j'en sais Ouais, rien. mais c'est vraiment le sport qui t'apporte ça. Hein. Moi, j'ai pas du tout été scolaire. Hein, et pourtant, je parle 4 langues couramment. Bon, c'est de la triche créole. Hein. Ouais, mais, ouais, mais si je te parle en créole, tu comprendras pas. Donc, Vas-y, dis alors donne-moi un proverbe créole, tiens. un proverbe en Ah ouais, créole. j'en sais rien. Non, un truc. il y a pas. Allez, dis-moi un truc en créole. Qu'est-ce que je pourrais te dire en créole? Est-ce Un que proverbe. Non, bah un proverbe ou plutôt une citation de quelqu'un de connu, ou j'en sais rien. Je Quel- dirais Aimé Césaire. Aimé mais Césaire, Ouais, qu'est-ce mais que- j'ai pas de citation d'Aimé Césaire. Pas de citation, alors. Bon, allez. Ça et la bao, glopa chaye. Waouh. Saliabao, Ça qui la bao, Sakilabao, glopa chaye. Globakashai. Ça veut dire ce qui est pour toi, l'eau ne l'emmènera pas. Ouais, Ce qui est pour toi est pour toi. donc, ok, Ouais. donc, En quelque sorte. c'est ta destinée en vérité. Ouais, Donc toi, c'était pour toi d'être. mais j'ai été le chercher. Ouais, exactement. J'ai été le chercher. C'était pour moi, C'est mais pour toi, mais il faut aller chercher. Mais il faut aller chercher. Exactement. Exactement. Non, c'est. Est-ce que tu as un peu une appréhension par rapport à ton nouveau job? Non. Bon, tu Non. penses que tu vas cartonner Bah, parce que j'ai cette mentalité, en fait. Ouais. J'ai cette mentalité de quand je m'engage à quelque chose, je me donne à fond. Oui. Et quand je sais pas, j'irai chercher la solution. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas du tout d'appréhension, quoi. Il y a aussi autre chose que les gens doivent savoir, c'est que tu es aussi impliqué beaucoup dans une association, Ouais. Handoff. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'elle fait? Ben ouais, depuis 4 ans, avec deux cofondateurs, Mamedi Diawara et Dorothée Kessler, on a fondé cette association EDOF qui vient en aide à d'autres associations. Ok. Donc le but, c'est de récolter un maximum de fonds pour justement aider les associations. Donc là, on va entamer la 4e édition. On a aidé la première année une association qui venait en aide aux adolescents des quartiers sensibles. Ils ont emmené à Paris, voir la Tour Eiffel et ce côté sport et culturel. La seconde année, on a parrainé le handisport, parce qu'on était dans une année olympique et paralympique. Et l'année dernière, on a financé la petite enfance. Donc voilà, c'est des sujets qui nous touchent. Et je pense que c'est aussi important aussi d'aider des personnes qui travaillent dans l'ombre. Et justement, le concept, c'est que tu fais un gala. Ouais. Et tu vends des t-shirts de gens connus. Ouais. J'en ai acheté un d'ailleurs, moi. Ouais, c'est très bien, il faut revenir l'année prochaine. Donc, si tu as un t-shirt du Real Madrid, j'avais acheté un t-shirt du Real. Ben ouais, j'ai essayé de voir ça pour toi. Mais en tout cas, ouais, le but, c'est vraiment de mettre aux enchères des maillots de grands sportifs. Donc voilà, l'année dernière, on a eu les gants de Grégory Coupé quand il était à Lyon. Donc voilà, on a eu la ceinture de Teddy Riner. Oui. Donc on essaie vraiment de varier les lots pour pouvoir proposer un maximum de choses à nos invités. Et donc tu es
Tu es une asso qui aide les assos. Ouais, voilà. C'est un but non lucratif. Et c'est qu'une fois dans l'année, le Ouais, gala. Tu avais Tony Parker qui était venu. Ouais, l'année dernière, ouais. Ouais. On avait Muriel Urtis Muriel Ortiz, ouais. en tant que marraine. Donc voilà, c'est toujours le jeudi avant le vendredi saint. Donc c'est une date super facile à retenir. Ok. Et voilà, le but c'est vraiment d'organiser un gala, permettre aux gens aussi de faire du networking, parce qu'il y a quand même un cocktail d'une heure où on peut échanger sur différents sujets. Et après passer à un dîner qui est fait par un chef étoilé. Et les gens que tu as autour de toi, donc tu parlais de Mamedi, qui est entrepreneur, lui, Ouais. qui était ancien basketteur pro. D'ailleurs, j'espère que je vais recevoir aussi dans le podcast. Hein, l'invitation, elle est lancée, Mamedi. Toi, tu le vois, c'est un ami à toi, mais tu vas à l'extérieur, il est entrepreneur, il va aller vendre son projet, etc. Et tout. Toi, tu t'es jamais dit, je vais être entrepreneur? Non. C'est vrai? Non. C'est pas ton Non, état d'esprit. après, j'ai envie de quand même garder cette fraîcheur aussi mentale, quoi. Tu trouves que c'est... Ouais, c'est dur, ouais. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. C'est plus dur que ce que tu fais? Ouais, c'est pas facile d'entreprendre, hein. Moi, je félicite tous les entrepreneurs parce que quand tu es salarié, tu n'as pas les soucis de l'entrepreneur. Tu fais ce qu'on te demande et quand tu rentres chez toi, ton job s'arrête devant ta porte. Mais quand tu es entrepreneur, tu dois quand même anticiper les choses, tu dois te gratter la tête à chaque fois. Donc voilà, même si j'aimerais entreprendre, je sais que j'ai peut-être pas fait pour ça. Tu as peut-être une idée liée au basket, etc. Tu dis, tiens, je vais lancer un projet. C'est de l'entrepreneuriat, entre guillemets. Oui, bien sûr. Aussi. Bien sûr. Mais après, encore une fois, hein, il y a des gens qui sont faits pour ça. Et je les félicite et je les encourage. Mais peut-être je ne suis pas encore fait pour ça, quoi. Je pense que tu le sais, mais moi, je suis plutôt orienté tech. Beaucoup d'entrepreneurs tech. Toi, comment tu vois la technologie au quotidien? Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu n'utilises pas? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Ouais. Après, j'ai deux visions de la chose. Autant je trouve ça vraiment très révolutionnaire, tout ce qui est technologie, tout ce qui est IA, parce que ça nous facilite la vie. Hein. Ouais. Je pense qu'avoir un matériel où tu peux poser une question et en 2 secondes avoir la réponse, je pense que ça nous facilite le travail. Mais après, le côté un peu plus négatif, c'est déjà, ça nous empêche de réfléchir. Parce que on est assisté à H24. Je prends un exemple sur moi, il y a des mots simples. Des fois, je suis obligé de réfléchir 2-3 fois pour orthographier un mot. Alors que sans l'IA, ça nous pousserait peut-être à plus réfléchir. Et puis, il y a les dérives aussi. Hein. Donc, on voit des vidéos sur Internet, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est pas vrai. On a des logiciels où on est en train de parler et tu vois mon visage avec une autre voix, etc. Ouais, donc ça peut être très compliqué. Donc, Et tu pourras l'avoir dans ton téléphone dans quelques temps. Toi-même, tu pourras appeler les gens et c'est sûr et certain. Ça existe déjà sur des PC traditionnels. Ça fait, donc autant, c'est révolutionnaire et c'est encourageant. Mais après, il ne faudrait pas que ça devienne malsain, quoi. Et la technologie en général pour les sportifs, tu l'as vu évoluer aussi sur le suivi, etc. Maintenant, ça fait plus de 20 ans. Est-ce que tu l'utiliseras pour les joueurs? Est-ce que pour screener ou pour les données, etc. Peut-être pour avoir des données. Mais après, c'est vrai que l'œil humain, le robot, il peut pas les voir. Tu vois, tu regardes un match, tu regardes le comportement du joueur. Ça, l'IA, il ne peut pas le voir. Ça. Il va te donner des choses concrètes sur des chiffres et des statistiques. Mais sur l'attitude sur le terrain, sur l'état d'esprit, ça, l'IA ne peut pas le voir. Par contre, j'ai vu André Agassi à Boston il y a quelques temps. Et il a créé une start-up qui permettait, d'autres le font aussi, mais d'analyser en fait, les coûts des joueurs et pour améliorer en fait, ses coûts, etc. Et tout. Il analyse... le joueur en train de frapper la balle, etc. Et tout. Et ça lui donne en fait des indications à ce qui doit changer dans son jeu. Oui, après c'est intéressant, hein, oui. Mais nous ne sommes pas des robots, quoi. Oui. Ça, c'est que des données statistiques. Mais après, dans les faits, c'est quand même l'humain à le mettre en pratique. Mais ça donne, on va dire, des données pour s'améliorer. Et les réseaux sociaux, tu les utilises? Tu as déjà utilisé? Parce que maintenant, ça a quelques années, mais je veux dire, tu aurais été les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas les basketteurs d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, etc. Ils tweetent, ils mettent des choses sur Insta et autres. Comment toi, tu vois ça?
Encore une fois, hein, Ouais. tu peux le voir de deux façons différentes. Autant c'est super bien parce que tu partages avec ta communauté ou tu laisses entrer des gens dans ta vie, si on peut dire ça comme ça. Autant il y a des gens aussi qui se permettent de dire des choses et propager leur haine à travers leur écran. Donc voilà, autant c'est bien parce que il faut vivre aussi avec son temps, mais autant ça peut être très malsain et très dangereux parce que malheureusement, on voit des choses ou même le harcèlement scolaire c'est ça. qui passe par les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention et ça passe aussi par l'éducation. Et toi, t'as vécu des fois des haters, ceux qui disaient des choses Bien sûr. et tu fais quoi? Tu les lis? T'as déjà eu des trucs Oui, après, tu lis, mais bon, après, honnêtement, je faisais même pas attention parce que ce qui faisait ma force, c'est que j'étais conscient aussi de mes capacités. Donc voilà, je mets ça vite de côté parce que... T'avais envie de répondre? Un gars qui Des dit fois, ouais, oui, t'as il envie sait de pas répondre, shooter. Ouais, des fois, tu as envie de répondre, ouais. Mais Ouais. après, tu perds ton énergie à... Bah oui. à Parce que si répondre tu à des gens réponds, qui- tu vas faire un des gens qui screenshot. comprennent après. rien, quoi. En plus, ils sont derrière leur écran. Les gars, ils te voient en face, c'est à peine s'ils te disent bonjour. Donc voilà, c'est... Si, au contraire, ils seront fans en disant alors que Oui, derrière, bien sûr. Et alors que par derrière, c'est pas du tout ça. Mm. Mais bon, après, moi, moi tant que j'ai ma famille et mon entourage qui sont capables de me dire quand c'est pas bon, mais le reste, les gens, de toute façon, Justement. que tu dises que tu fasses bien ou pas bien, ils auront toujours quelque chose à dire. Et est-ce que tu as déjà fait des erreurs dans ta vie? Ouais, bien sûr, ouais, heureusement. Quelle est pour toi la plus grosse erreur La plus grosse erreur. que tu penses avoir faite? Euh, T'as la carte joker. Ouais, en fait, c'est même pas parce que j'ai pas envie de répondre, c'est Oui. juste que comme ça, Ouais, j'en t'as vois pas. pas, quoi. Après, moi, pour moi, il n'y a pas d'erreur, c'est juste Des une apprentissages. opportunité de mieux faire. Donc, heureusement, ouais, j'en ai fait, heureusement, parce qu'à la fin, j'ai plutôt bien réussi. Quel est le meilleur coach que tu as eu? Le meilleur coach, Ouais. je dirais Scariolo, le coach espagnol. Ok. C'était où ça va? C'était à Malaga. Malaga. Ouais, Malaga, parce que son approche du management était vraiment, pour moi, quelque chose de super important parce qu'il jouait beaucoup sur l'état d'esprit, la psychologie des joueurs. C'est pour te donner un exemple, je me rappelle, on jouait la finale de la Coupe du Roi contre l'Espagne, contre le Real Madrid. Et on pensait qu'on allait regarder un match de basket, quoi, comme on fait avant chaque grand événement. Mais non, il nous a montré un film, c'était le Gladiator. Ah, Avant de rentrer dans l'arène, tu vois que Spartacus réunit tout son groupe justement pour leur parler et rentrer comme une équipe. Et il nous a montré ça. ça vous a galvanisé? Ouais, exactement. Parce qu'il savait que le travail, basketement par là, était déjà fait. Mais on avait besoin de ce côté psychologique et ce côté vraiment unité avant de rentrer sur le terrain. Vous avez gagné? Et on a gagné, ouais. Ouais. On a gagné, donc voilà. Scariolo, pour moi, a été un coach qui m'a beaucoup appris. Ouais. Et l'autre question, c'est le pire entraîneur. Et tu vois, c'est à ce moment-là Cool, j'ai réussi. où je sors la carte, Parce Joker. que tu vois, tu veux parler de moi, je suis bienveillant. Mais toi, tu l'as encore plus parce que justement, tu veux pas dire qu'il était. Non. Après, Non, tu dis pas de nom. non, je dirais pas de nom, mais en tout cas, j'ai appris les choses qu'il ne fallait pas faire. donc, merci aussi à eux. Bon, je vais regarder là où tu étais plus mauvais stats. Je dirais que c'était à ce moment-là l'entraîneur. Et c'était. Ah non, peut-être que j'ai été un mauvais élève aussi. Qu'est-ce que dirait ta famille si tu n'étais pas dans cette pièce? Qu'est-ce qu'ils diraient de toi, tu penses? Qui sont On va fiers dire. de moi. Oui. Ouais, qui sont fiers de moi, de ne jamais avoir pris la grosse tête, de toujours rester la personne humble que je suis, malgré tout ce que j'ai vécu pendant ma carrière. Donc ce serait vraiment la fierté. Ouais. Tu es un grand. Comment? Que tu es un grand homme. Je suis un grand homme et pour une fois, je peux dire je suis grand parce que j'ai écrit aussi une biographie aussi sur ma vie. Ok. Qui s'intitule « Je n'ai jamais été petit ». Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis aujourd'hui grand. Ouais. Et oui, mais tu as pas ramené le bouquin. Hein. Comment? Tu l'as pas ramené le livre. Non, je n'ai pas ramené. Ah, la prochaine Je n'ai fois. pas ramené, mais la prochaine fois, Ouais, je t'en offrirai un. Tu l'as écrit quand?
En 2014. Ah, ok. Ah ouais, donc ça date. Ouais, ça date. Et je pense que depuis, il y a encore eu des pages à rajouter. Hein. Il y avait beaucoup de choses à rajouter. Bah ouais, refait, beaucoup de choses, mais refait la suite. C'est prévu. C'est prévu, c'est en cours. Excellent. Donc voilà, je n'ai jamais été petit. Aujourd'hui, je suis grand, oui. Et qu'est-ce qui te fait te lever tous les jours aujourd'hui? Avant, c'était l'entraînement. Ouais, avant, c'était l'entraînement. Aujourd'hui, c'est le nouveau challenge qui m'attend à Lyon. Ouais. Donc, tu commences quand? Le 1er juillet, officiellement. Même si on a commencé déjà. Et qu'est-ce que tu penses qu'on peut souhaiter à l'Asvel le titre. Ouais, beaucoup de titres. Beaucoup de titres et beaucoup de succès. Donc voilà, ça passera par le travail forcément. Et... Tu aimes quoi comme autre sport? Est-ce que tu... y a la Coupe du Monde en ce moment, hein, ouais, donc je regarde du foot. Quelle équipe tu aimes? Le PSG. Ouais, ça c'est le club. Et le national, la France forcément. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a l'équipe de France qui joue demain, donc forcément on sera derrière eux. Après, ouais, j'adore tous les sports en fait. Le tennis, j'aime bien le tennis aussi. Ok. Et quel autre sportif tu admires, mis à part, enfin en basket, basket on connaît, mais d'autres sports Alors j'en ai 2. Ouais. C'est 2 tennisman en plus. Ah, qui ça? Ouais. C'est Rafael Nadal et Roger Federer. Ok. Ah, ils sont incroyables. Ouais, ils sont incroyables. Mais j'ai appris beaucoup d'eux. Okay. Rafael Nadal, sur ce côté, le gars qui lâche rien. T'as vu le reportage Netflix? Non, j'ai vu, ouais. Hier, j'ai regardé. Il avait une blessure apparemment depuis qu'il a 18 ans. Qui traînait, donc qui traînait, c'est incroyable. Ça montre aussi sa force mentale, quoi. Et Djokovic, t'aimes pas? Parce que Djokovic, moi, en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça correspond pas à ma personnalité. Ok. Parce que pour moi, c'est un athlète hors norme. Hein. Ouais. Mais le côté hargneux, je me retrouve plus en Nadal. Okay. Ce côté aussi apaisé aussi, et tout sous contrôle, je le vois plus ce côté chez Federer. Okay. Encore une fois, j'admire Djokovic, hein, bien sûr. Mais je pense que chacun, en fonction de sa sensibilité, se reconnaît dans tel et tel sportif. C'est dingue que tu préfères t'adores le tennis, alors que généralement, tu vois, basketteur, grand, etc. et tout, c'est pas trop les sports. Je t'aurais pas vu aimer le tennis, quoi. Écoute, j'aurais préféré le foot, ouais, mais. Okay. On nous conseille de faire du tennis, hein, parce que quand tu regardes bien, les déplacements sont très similaires au basket. Hein. Tu cours en avant, tu recules, les pas chassés, tu sautes. Donc c'est très similaire au basket. Hein. Mon fils, il est pas guadeloupéen? Gaël, mon fils. Ouais, mon fils, ouais. Et le nouveau, là... Kwame? Non, je crois qu'il n'est pas de la Guadeloupe. Okay. Mais on doit quand même dire merci à la Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup de sportifs qui viennent... Yannick Noah, c'est... Non, lui, c'est Cameroun, ouais. Mais on a beaucoup de sportifs qui viennent de la Guadeloupe. Les sprinters. Ouais, Teddy Riner. Ouais, un Teddy Riner, Thierry Henry. Là, je peux t'en citer des tonnes. Et ça vient de quoi? La hargne, je sais pas, je pars de Lille et Non, c'est pas terre de champion, la Guadeloupe, on est vraiment fournisseur officiel des équipes de France. Ouais, c'est vrai que en athlée, c'était aussi incroyable. En athlée, Muriel Urtis, Guadeloupe aussi, ouais. Christine Aron. Pareil, Guadeloupe, donc on a un paquet, ouais. Et donc là, on arrive bientôt à la fin, mais des questions un peu personnelles. Donc tu regardes un peu les films? Les films, oui, ça va, je suis assez... C'est quoi ton film préféré? La ligne verte. Ah, ok. Ouais, avec Tom Hanks. À cause de Kofi. Non, c'est vraiment le... Mais tu fais penser un peu à lui, ton côté calme et tout, ton côté gentil. Non, ça peut. Bah ouais, mais 2 mètres, tu sais, ok. Non, c'est vraiment le film qui m'a marqué le plus, avec Seul Monde aussi. Ah, ouais. Toujours Tom Hanks. Ouais, toi, c'est les films un peu... Ouais. Pas mélancolique, mais disons un peu, tu sais, romancé et tout ça. Exactement. Les blancs ne savent pas sauter et tout, tu l'avais vu. Oui, mais bon, ça c'est pour... tu regardes ça un dimanche, quoi. Ça c'est fini, tu vois. C'est pas le dimanche après-midi, tu sais. Bon, exactement, mais c'est pas le film qui te fait vraiment réfléchir à... Space Jam. Ouais, pareil, un dimanche sous la pluie, quoi. Ah, oui. C'est rigolo avec tes enfants, mais pour moi, c'est pas un grand film, quoi. Ouais. C'est pas un grand film. Et... un auteur préféré si tu lis des livres ou quelqu'un que tu trouves
Non, je lis pas beaucoup, Ouais. mais Je te rassure, moi non plus. je me suis donné pour objectif de plus lire. Ouais. Encore une fois, hein, avec tout ce qui est IA, tout ça, Ouais. on oublie aussi de prendre le temps de lire. Donc voilà, j'ai pas d'auteur bien précis en tête, Ouais. mais c'est quelque chose que je souhaite faire de plus en plus. Ouais. Une citation ou un proverbe, tu te dis, mais c'est un truc qui te guide dans la vie. Ah oui, j'en ai une. Vas-y, Elle est très technique, il faut vraiment la... vas-y, je suis prêt. Donc, même une horloge cassée te donne l'heure exacte 2 fois par jour. Comment tu l'as... Comment je Ouais, l'interprète? Dans le sens où, même dans les pires choses qui peuvent t'arriver, il y a forcément du positif à en tirer. Parce que l'horloge, elle peut être cassée, mais les aiguilles vont s'arrêter sur une heure. Et dans la journée, bah, elle sera forcément à l'heure. Exact. Donc voilà, je prends les choses positives, même dans les pires moments. Donc c'est une citation qui me suit tout le temps, en fait. Bah, sur ces bonnes paroles, on va arrêter là. Je te remercie. Merci, Kamel. La dernière question avant de te quitter, c'est qui verrais-tu à ta place comme invité tu dis, tiens, tu pourrais inviter telle ou telle personne. Bah, écoute, on parlait de Mamedi Diawara avec, Ouais. avec sa boîte Second Life. Ouais. Donc j'aimerais bien que tu puisses lui poser des questions entre comment il a fait pour passer entre basketteur professionnel à l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter. Ok, bah écoute, très bien. Bah, Mamedi, si tu nous écoutes, prochaine invité sur le fauteuil, ce sera toi. Merci beaucoup, Florent. Merci, C'était génial. merci Beaucoup. à toi. Merci beaucoup. Top.